le cadre macro, si on a Trump qui continue dans le sens d'un apaisement sur les tarifs et que derrière on a l'inflation qui continue à baisser et qu'on a Popo qui appuie sur le bouton pour réduire les taux, on est clairement dans un super cadre pour les actifs risqués. Mais voilà, il faut que les choses se passent dans un ordre certain et qu'on ne fasse pas les choses de manière trop hâtive. Donc, pour pas que le marché prenne ça pour un gros risque exogène, quoi. Donc voilà cette petite news, enfin c'est plutôt une histoire, une vieille histoire qui est ressortie, qui a été ressortie par un internaute qui s'appelle James Murphy, ou que vous pouvez retrouver sur Twitter, c'est Metaloman, qui dit, enfin qui reprend les paroles d'une conférence qui s'est passée aux États-Unis où bah, cette agente de la DHS parlait de ça. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que d'autres membres de la DHS, donc pas elle-même directement, donc là, on va mettre le tweet, parce que lui, il rapporte un peu les paroles. Et donc, elle précise que d'autres membres de la DHS ont voulu enquêter sur Satoshi Nakamoto et l'auraient même rencontré et l'auraient même interviewé. Et donc, on peut se demander déjà comment est-ce qu'ils ont eu accès à son identité, comment est-ce qu'ils ont pu le rencontrer. On n'a pas du tout de détails, on sait juste que cette personne-là affirmait que d'autres personnes avaient en effet interviewé Satoshi Nakamoto. Mais du coup, qui ce serait pour vous? Bon, là, on est sur 50-50, hein, 50% pour un groupe, 50% pour une personne seule. Et donc, qui ce serait pour vous, qui ce serait pour toi, Marius, à ton avis, ton candidat préféré, ton ou tes candidats? Ouais, je trouve que bah, y a Alfinet qui est assez séduisant, enfin, surtout son histoire qui est intéressante et touchante, notamment avec sa femme, le fait qu'il soit décédé à cause de sa maladie, etc. Et donc je me dis si c'est lui, l'histoire serait vraiment vraiment belle, quoi. Bah, Euh, pour moi, ce qui est... et après je me dis, C'est quoi moi les selon éléments moi, qui font que c'est Alfinet? Pour moi, ce qui est quand même... Enfin, il y a plein de petits trucs qui font... Sur chaque personne, sur chaque potentiel candidat, Alfinet a quand même un Dorian Nakamoto qui habitait dans la même ville que lui. C'est quand même... Et pour moi, il y a un dernier prétendant, enfin, après, en dehors de Nick Szabo, etc., ceux qui ont été dits, qui est un peu venu sur le devant de la scène ces derniers mois. C'est quelqu'un de chez Vanek, donc l'émetteur d'ETF, qui a fait un très très long article, un très très long tweet. Donc là, je vous l'ai mis, un peu à la suite, quoi, pour éviter d'avoir tous les différents tweets, que ce soit pas très lisible et pas très clair. Et il résume un peu ce que pourquoi pour lui c'est Jack Dorsey qui est Satoshi Nakamoto. Et il y a quelques éléments quand même qui sont assez drôles. Après, vous me direz, quand on creuse à chaque fois, on peut à chaque fois trouver des corrélations ou des liens quand on creuse bien entre chaque chose. Mais je vais vous en donner deux, trois, notamment certaines dates. Donc la première transaction de Bitcoin qui aurait eu lieu le 11 janvier 2009, qui correspond à la date d'anniversaire de sa mère. Le dernier bloc miné par Satoshi Patoshi, donc c'est le 5 mars 2010, qui correspondrait à l'anniversaire de son père. Et l'inscription sur le forum Bitcoin, donc Bitcoin Talk, je crois, de Satoshi, ça aurait été le 19 novembre, le jour de l'anniversaire de Jack Dorsey. Bon, voilà, en cherchant un peu, on peut à chaque fois trouver des petits trucs sympas. Bon, c'est trois dates parmi pas mal d'autres choses. Voilà, le code source, il y a une référence dans le code source de Bitcoin à une citation connue des marins: Never go to the sea with two chronometers, take one or three. Et donc Dorsey aurait tweeté une phrase similaire la veille de l'enregistrement du domaine bitcoin.org. Enfin, c'est pas mal de petits trucs comme ça. Petit tour du marché, petit tour de Bitcoin et peut-être Ethereum, etc. Et en attendant que tu nous partages tes graphes, j'en profite pour partager ce petit graphique que Vincent Gann aime partager. Alors, il date de quelques jours, hein, je m'étais gardé de côté, mais en tout cas, le prix du Bitcoin qui suit plutôt bien la masse monétaire, hein. C'est donc la masse monétaire en blanc et le cours du Bitcoin en orange.
Donc là, à date, on était à 87 390. Là, on est plutôt bien monté. Donc on est parti en ligne droite, tout comme la masse monétaire. Donc avec un délai, si je dis pas de bêtises, de 2 à 3 mois, c'est ça, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, Benoît, comme dirait Vincent, semaine décisive. De toute façon, tout est décisif. C'est important. Ne rien négliger. Allez, je te laisse la parole, Coban, avec le graphique. Ah, tu De l'or. démarres sur l'or, carrément. Ouais, je suis chaud. Allez. Je vois Will qui me taunt. Oui, je suis très impatient de voir le TH Dominance exploser. La vérité, c'est que ça me ferait extrêmement plaisir. La semaine dernière, je vous ai dit que j'étais sorti des terres. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y retourner. C'est juste une phase de temporisation. Et j'ai bien fait puisque j'avais vendu à 1008 et qu'il est descendu à 1300. Et je t'avoue que j'ai plus beaucoup de cheveux, donc j'avais pas envie de perdre mes poils de barbe aussi. Bref. Mais la question, c'est qui a racheté le bottom? Qui a racheté le bottom du 7 avril? Sur C'était là Ether, où il fallait racheter. Faut s'accrocher quand même sur Ether. Bref. On en parlera un petit peu tout à l'heure de l'Ether si vous voulez. Il y a un graphique quand même qui est assez intéressant au journalier. Mais je commence par le gold. Pourquoi? Parce que le gold a fait des trucs de fou. On est venu chercher les 3500 $ et on a quand même une valeur refuge du gold qui a montré que c'était le king dans un contexte d'incertitude. Et ces dernières semaines, l'incertitude a été vraiment à son apogée. Le graphique du gold le montre, parce qu'on a quand même quelque chose qui est parti très très fort, très très vite et relativement haut. On est parti des 2600 pour aller à 3500. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en quelques mois, on a un gold qui a quasiment doublé de prix. Donc, aujourd'hui, le vrai débat sur le gold, c'est est-ce qu'on a atteint un point haut, sachant que les capitaux qui étaient dans cette valeur refuge, à partir du moment où elles quittent le gold, elles vont aller sur d'autres valeurs. Et on a bien sûr tous envie qu'une partie au moins de ces capitaux partent sur le Bitcoin. Et je pense que c'est un gros sujet aujourd'hui, c'est le retour du risque vers les actifs risqués. Voilà, le graphique du gold, très intéressant, très important à surveiller. Un autre graphique qui est très important à surveiller, c'est celui du VIX, bien évidemment. On est repassé ces 2 derniers jours sous la barre des 30, donc, qui est la frontière entre les zones d'incertitude et de crise. Donc, l'apaisement par le discours ces derniers jours de Trump, qui a clairement mis de l'eau dans son vin, a quand même eu un impact assez significatif sur les marchés. On n'est pas encore revenu dans des zones de complètement apaisées, mais on est quand même sorti d'une phase de crise. Un BTC qui rebondit quand même assez significativement, qui réussit à faire un nouveau plus haut hebdomadaire, puisque le plus haut précédent était à 88 000 $. On a donc un Bitcoin qui passe d'une tendance baissière à une tendance neutre. Aujourd'hui, on cherche à retourner la tendance hebdomadaire. Donc, soit on parvient à la retourner, soit évidemment, on fait une continuation baissière. C'est un petit peu aujourd'hui l'entre-deux, cette phase de neutralité. Toujours est-il qu'à partir du moment où on vient d'une phase baissière et qu'on passe en phase neutre, on a quand même de bonnes probabilités de chercher à retourner la tendance. Et pour retourner cette tendance, ce qu'on va chercher à faire, c'est évidemment aller chercher un nouveau creux hebdomadaire. Donc, encore faut-il bien évidemment que ce sommet de cette semaine, on est encore en cours de semaine, soit validé. Pour cela, il faudra une clôture la semaine prochaine qui ne vienne pas franchir ce sommet. Mais aujourd'hui, ça prend quand même bonne forme. Et les probabilités d'un retracement, pour moi, elles sont dans cette zone-là. Alors, pourquoi? Parce que j'ai un retracement de 50% de toute cette jambe haussière qui tombe dans cette zone-là qu'on a travaillé toute la semaine dernière. Donc, on a une zone de demande qui est assez intéressante. Et je serais quand même pas mal d'avis qu'on pourrait avoir un retracement entre 83 000 et 86 000 $. Et pour revenir sur les volumes, sur les ETF, ouais, meilleure journée, donc hier, depuis 3 mois, avec 643 millions de dollars en entrée nette, alors sur l'ETF de BlackRock. Le cadre macro, si on a Trump qui continue dans le sens d'un apaisement sur les tarifs et que derrière on a l'inflation qui continue à baisser et qu'on a Popo qui appuie sur le bouton pour réduire les taux, on est clairement dans un super cadre pour les actifs risqués. Mais voilà, il faut que les choses se passent dans un ordre certain et qu'on ne fasse pas les choses de manière trop hâtive. Donc, pour pas que le marché prenne ça pour un gros risque exogène, quoi.
Je vais montrer ton graphique préféré, Marius. Je sais qu'il te tient à cœur. C'est celui-là. C'est l'Ether contre Bitcoin. Donc, on est arrivé sur cette fameuse borne qu'on regarde depuis longtemps. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'on puisse aller jusqu'ici, mais on y est aujourd'hui. On a une petite réaction positive cette semaine. Donc, on montre que ce support a des chances de faire réagir les prix. Maintenant, pas de réaction encore concrète, pas de break du sommet de la bougie précédente. Voilà, ça reste de la bonne couleur, mais il n'y a rien encore qui montre qu'on va vraiment retourner sur ce support. On a toujours un Ether qui est faible, contrairement à d'autres actifs du marché. On voit notamment le Solana. Alors, je suis en mensuel ici. Ah non, je suis sur Sol BTC. On voit le Solana qui, lui, a bien réussi à casser son précédent sommet. Et donc, il rentre dans cette fameuse phase de neutralité. On a le Tao également, qui est assez intéressant à observer. Alors, dans la même verve, il vient casser ce sommet ici, donc neutralité. Et pour tous ces tokens, ce qu'on a envie de voir aujourd'hui, c'est de voir un creux qui va se former supérieur à celui-là pour avoir quelque chose à moyen terme qui nous donne envie, qui nous donne en tout cas le sentiment que cette tendance hebdomadaire qui s'est installée depuis décembre 2024, elle va se retourner. Et donc, ça va quand même prendre un petit peu de temps, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui s'alignent pour une fin d'année 2025 qui pourrait être assez jolie sur les actifs crypto. Et moi, j'avais vu 2-3 petites choses intéressantes que je voulais vous partager. On a l'intérêt quand même du BTC qui s'effondre sur Google Trends. Bon, après, là, on est sur les 12 derniers mois. Mais on voit que la majorité des gens, et nous on peut le voir aussi chez Cryptost en termes de statistiques, c'est vrai que la majorité des gens pour le moment se fichent un peu du Bitcoin et ne cherchent pas forcément à investir dans Bitcoin. Donc c'est intéressant de voir que la hausse quand même actuelle est portée majoritairement par des investisseurs professionnels ou des institutions. Et c'est hier Coinbase, je crois, qui partageait quelque chose et qui disait qu'en fait, en ce moment, c'est les retail qui vendent et c'est les instits et les whales qui achètent. Et donc, c'est plutôt bon signe quand on voit les whales et les instits revenir. Ça veut dire que ça sent plutôt bon. Et donc, il y a quelques graphiques qui sont assez intéressants. Donc, le nombre d'adresses qui détiennent plus de 1000 bitcoins. On voit qu'on a redépassé les niveaux de janvier qu'on avait chuté là sur courant mars et que depuis maintenant un peu plus d'un mois, on voit que ça commence à réaccumuler. Donc il y a toujours MicroStrategy qui continue d'investir et d'acheter du Bitcoin. Alors pas toutes les semaines, mais presque. Donc ça c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il y a une grosse quand même pression acheteuse. Et on a Metaplanet aussi, donc l'entreprise japonaise qui fait le MicroStrategy japonais, qui continue aussi d'acheter pas mal de Bitcoin. Donc là, ils ont dépassé les 5000 avec leur annonce d'aujourd'hui, donc 5000 Bitcoin détenus. Je voulais faire un petit point aussi sur Europe et États-Unis. Trump qui va transformer son meme coin en un passeport pour un dîner présidentiel. Donc on a le prix de son meme coin, le Trump qui explose. On a le nouveau président de la SEC, donc qui a prêté serment cette semaine, qui promet de la clarté pour les crypto-monnaies et donc un cadre un peu plus clair et un peu plus accueillant pour l'écosystème crypto de manière générale. Et de l'autre côté, on a l'Europe, donc l'Europe qui s'inquiète et qui a peur de la politique de Donald Trump et donc qui demande évidemment toujours plus de régulation là-dessus. Et l'Europe qui aussi pourrait attaquer les stablecoins pour pousser son projet d'euro numérique. Donc voilà, on sait que de toute façon, la bataille des stablecoins pour le moment est perdue en Europe. Donc est-ce que l'Europe est en train de mettre des bâtons dans les roues aux stablecoins, aux initiatives privées, qui sont majoritairement d'ailleurs des initiatives de la part de sociétés américaines ou étrangères, en tout cas non européennes, pour aller pousser à fond leur euro numérique.
Donc ça va être à voir. Mais en tout cas, il va y avoir des votes prochainement. Et la BCE va essayer de convaincre les pays de limiter l'implantation des stablecoins chez eux pour privilégier cet euro numérique. On a aussi PayPal là, qui va proposer 3,7% de rendement sur son stablecoin PYUSD pour aller booster son adoption. Et on a aussi Coinbase qui propose du rendement sur de l'USDC. Donc pour booster aussi l'adoption des stablecoins. Mais heureusement, comme dit Lariot, nous on régule, ce n'est pas disponible pour nous Européens, Dieu merci. Donc non, c'est pas disponible pour nous en Europe. Mais on voit bien qu'il y a pas mal d'initiatives. Et il me semblait d'ailleurs qu'aux États-Unis, ils étaient un peu contre, parce que ça pouvait poser beaucoup de problèmes aux banques, et ça faisait peur aux banques. Il me semblait que c'était pas possible aux États-Unis, ou en tout cas que ça allait être aussi également de plus en plus compliqué de distribuer du rendement sur ce stablecoin. Mais en tout cas, pour le moment, c'est possible. Donc PayPal et Coinbase qui redistribuent des intérêts sur les dépôts d'USDC. Et pour finir sur Ethereum, il y avait David Hoffman donc, qui a créé, je crois, Bankless, qui est un média dans la crypto, qui a écrit un article qui est assez intéressant et qui, pour lui, Ethereum est quand même en train de pivoter progressivement, doucement, lentement, mais depuis 6 mois. Il a écrit un article pour identifier un peu les 6 changements pour lui qui sont en cours. Et c'est assez intéressant. Donc pour lui, il identifie 6 problèmes avec ce qui ne va pas, comment est-ce que c'est en train d'être amélioré, et qu'est-ce qui est en train de changer. Donc le fait qu'on sous-investisse sur le L1 pour aller développer davantage cet écosystème, faire grossir le gâteau aux dépens du layer 1 Ethereum, parce que la majorité des gagnants en fait sont les layer 2. Et donc il y a une roadmap sur Ethereum qui a pour objectif de scale, de développer le layer 1 avec une baisse des frais de gaz dans les prochaines années, des zk proof, etc., qui permettront tout ça. Et donc, pour lui, le L1 est en train de revenir un peu au centre des préoccupations et va revenir un peu le centre économique d'Ethereum. Ok, bon, et sur ce, bonne journée à tous, bon week-end, profitez bien. Profitez bien de ce marché qui pump pour réorganiser aussi vos bagues. Yes, allez, ciao. Allez, salut tout le monde, Bonne semaine à tous. à la semaine prochaine.